Le total s'élève à 18 000 $, annonça mon père en faisant glisser un morceau de papier froissé sur la table de la cuisine. Il le dit avec le même ton plat et informatif qu'il utilisait pour signaler que la pelouse avait besoin d'être tondue, comme si ce chiffre était un inconvénient mineur plutôt qu'un cataclysme financier. Pendant une seconde entière, le chiffre resta suspendu dans l'air entre nous, si absurde qu'il ressemblait à une blague mal traduite. J'étais sûre de l'avoir mal entendu. « Tu veux dire 1800 » dis-je, ma voix basse, cherchant la chute sur son visage. Il se contenta de me regarder, son expression inébranlable. « Non, Chloé, 18 000. » À côté de lui, ma sœur Jessica poussa un soupir exagéré et affecté, sans jamais lever les yeux de son téléphone. « Mon Dieu, ne sois pas si dramatique, » marmonna-t-elle, son pouce balayant sans fin un fil d'actualité de robes scintillantes. « C'est pour mon bal de promo. C'est littéralement la soirée la plus importante de ma vie. » L'arrogance désinvolte et pure de cette déclaration m'a coupé le souffle. Il ne me demandait pas. Il m'informait d'un solde dû, une transaction où mon seul rôle était de fournir les fonds. À cet instant, je n'étais ni une sœur ni une fille. J'étais un compte en banque vivant et respirant. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Le silence qui suivit leur demande était un vide, et mon esprit se précipita pour le combler avec une bibliothèque de moments similaires, un catalogue de capitulations qui semblaient toutes être des répétitions générales pour celle-ci. Ce n'était pas un sentiment nouveau, c'était un sillon profond et familier creusé dans mon âme. 2 ans plus tôt, c'était ma Honda Civic de 10 ans, mon seul moyen de me rendre au travail qui finançait une si grande partie de la vie de cette famille, qui avait commencé à émettre un grincement métallique chaque fois que je passais la 3e. Le mécanicien du garage de la rue Elm, un homme aimable avec de la graisse gravée en permanence dans ses rides du sourire, m'avait montré les copeaux de métal dans le liquide de transmission et m'avait donné le sombre pronostic. Une reconstruction complète, 2200 $, et j'aurais de la chance si elle tenait encore un mois. Cette même semaine, Jessica, à l'aube de son 16e anniversaire, avait découvert que le sens de son existence s'incarnait dans un sac cartable en cuir noir Saint-Laurent, un sac à main qui coûtait 2400 $ plus taxes. J'avais l'argent de côté, le montant exact pour la transmission, rangé dans un compte séparé que j'avais fièrement nommé Urgence voiture. Quand j'ai essayé d'expliquer la situation, en montrant à mon père le devis écrit du mécanicien, il l'a balayé d'un geste de la main comme une mouche agaçante. « Ce n'est qu'un bruit, Chloé, » avait-il dit, ses yeux déjà lointains, calculant le bonheur de Jessica au lieu de ma sécurité. Mais son anniversaire, c'est une étape importante. Toutes ses amies ont des sacs de créateurs. Veux-tu qu'elle soit la seule à se sentir exclue? Jessica avait, bien sûr, joué son rôle à la perfection, ses yeux se remplissant de larmes théâtrales, tandis qu'elle chuchotait qu'elle serait socialement fichue sans lui. Le débat ne portait jamais sur une voiture contre un sac à main. Il portait sur mon besoin tangible et pratique contre son désir éphémère et émotionnel. Et dans l'algèbre impitoyable de notre famille, les désirs de Jessica avaient toujours une valeur supérieure. Je me souviens du vide dans ma poitrine alors que je transférais l'argent, regardant mon fonds Urgence voiture s'évaporer. Le lendemain, Jessica a paradé avec le sac dans toute la maison, prenant des dizaines de selfies avec lui en bandoulière pendant que je conduisais au travail avec la radio à plein volume, essayant de noyer le gémissement de plus en plus fort provenant des entrailles de ma voiture. Pendant 3 mois de plus, j'ai ménagé ce véhicule, mon estomac se nouant à chaque changement de vitesse, priant pour ne pas me retrouver en panne sur le bord de l'autoroute.
Le bruit était un rappel constant et physique de ma place, une bande-son grinçante pour ma propre invisibilité. Et maintenant, assise à cette même table, fixant le chiffre de 18 000 $, je réalisais que rien n'avait changé du tout, sauf l'audace du prix du bonheur de ma sœur. Soyons logiques, Chloé, dit mon père, sa voix prenant le ton patient et condescendant qu'il utilisait quand il pensait expliquer quelque chose d'évident à un enfant. Il aplatit le papier froissé sur la table, le transformant en pièce à conviction. Ce n'est pas juste une seule chose. C'est une expérience entière, un souvenir qu'elle gardera pour le reste de sa vie. Il faut investir dans les souvenirs. Jessica se pencha en avant, son indifférence précédente remplacée par une passion vertueuse, prête à défendre sa vision. Bon, alors la robe, commença-t-elle, sa voix gagnant en vitesse et en excitation. C'est une marcheuse à notes sur mesure. Nous avons eu une consultation. Elle est en cours d'ajustement la semaine prochaine. C'est 7 000 $, mais ça inclut les retouches. J'ouvris la bouche pour protester. 7 000 $ pour une robe qu'elle porterait pendant 6 heures. Mais mon père leva la main. Laisse-la finir, ordonna-t-il. Ensuite, continua Jessica, il y a le photographe. Ce n'est pas un photographe de bal, c'est, genre, un photographe de mode. Il s'appelle Julian et il a fait une séance photo pour un magazine. Il fait toute une session avant, au jardin botanique, et ensuite des photos prises sur le vif pendant l'événement. C'est 3 000. J'ai essayé d'injecter une once de réalité. Jess, mon photographe de mariage, a coûté moins que ça. Elle a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'elle allait se les fouler. Chloé, c'est une question d'esthétique. C'est pour l'histoire. Mon père hocha gravement la tête. Puis il y a le transport, un bus de fête de luxe pour elle et ses 19 amis les plus proches, pour que tout le monde puisse être ensemble et en sécurité. C'est 4 000 pour la soirée. Et nous avons organisé un brunch avant le bal ici à la maison, avec un traiteur, ce qui représente 2 000 de plus. Les 2 derniers milliers sont pour le week-end après le bal. Ils ont tous loué une maison sur la plage à Malibu jusqu'à dimanche matin. J'avais la tête qui tournait. C'était une cascade de dépenses ridicules, chacune plus déconnectée de la réalité que la précédente. C'est de la folie, réussis-je enfin à dire, les mots semblant petits et inadéquats. On peut offrir à Jessica un bal incroyable et magnifique pour une fraction de ce prix. Une robe splendide d'un vrai magasin, une limousine, un bon dîner. Ça, c'est une caricature. C'est à ce moment-là que l'ambiance passa de la justification à l'accusation. Ce n'est une caricature que pour toi parce que tu ne peux pas l'imaginer, dit mon père, sa voix devenant froide. Tu vois le coût, pas la valeur. La lèvre inférieure de Jessica se mit à trembler, son arme ultime. Tu es juste jalouse, murmura-t-elle, les mots me frappant avec la force d'une gifle. Tu n'as jamais rien eu de tel, alors tu ne veux pas que je l'aie. Tu fais toujours ça. Tu essayes de me faire sentir petite parce que je veux de belles choses. C'était un retournement de situation magistral et dévastateur. Mon inquiétude sincère concernant la santé financière était transformée en une défaillance personnelle et mesquine. À leurs yeux, je n'étais pas responsable. J'étais cruelle. Je n'étais pas une sœur qui essayait d'aider. J'étais une vieille fille aigrie qui tentait de gâcher l'unique soirée parfaite de sa belle et populaire sœur. Et c'est ainsi que la discussion prit fin. Mon opinion n'était pas seulement rejetée, elle était diagnostiquée comme un symptôme de ma propre vie triste et sans joie. Le lendemain matin, franchir les portes vitrées de Sterling Analytics, c'était comme traverser une membrane atmosphérique quittant le chaos toxique et chargé d'émotions de ma maison pour un monde de logique froide et claire. Ici, je n'étais pas Chloé le distributeur de billets familial, la sœur jalouse, la fille ingrate. J'étais Chloé Vance, analyste de données senior, et ici,
Ma valeur était quantifiable, prouvable et respectée. Mon cubicule était un hôtel dédié à l'ordre. 3 moniteurs bourdonnaient en un léger arc, un centre de commandement depuis lequel je naviguais à travers des téraoctets d'informations brutes et indomptées. Sur un écran, un flot de code que j'avais écrit défilait, un script Python conçu pour nettoyer et structurer les données chaotiques des serveurs de notre plus gros client, une énorme entreprise de logistique. Sur un autre, un modèle de régression complexe tournait, sa barre de progression un minuscule filet de verre rampant lentement vers l'avant. Mon projet actuel, le compte Northwind, était un monstre. Nous essayons de construire un modèle prédictif pour identifier les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement avant qu'elles ne se produisent. Un projet valant des millions pour le client et pour nous. Alors qu'à la maison on me traitait comme si je ne pouvais pas établir un budget pour un simple événement social, ici on me faisait confiance pour construire les outils mêmes qui protégeraient les résultats financiers d'une entreprise mondiale. L'air était rempli de l'énergie calme et concentrée de personnes résolvant des problèmes complexes. Vers midi, un analyste junior nommé Ben apparut à mon coude, l'air défait. « Chloé, je suis désolé de te déranger », dit-il en montrant une visualisation de données sur sa tablette qui était clairement faussée. Le modèle continue de surpondérer les valeurs aberrantes saisonnières et mes projections pour le 4e trimestre sont un désastre. Je regardais sa méthodologie, repérant instantanément la faille dans son processus de normalisation des données. Au lieu de lui donner simplement la réponse, je l'ai guidé à travers la logique, lui expliquant comment appliquer une moyenne mobile pondérée pour lisser les pics sans perdre l'intégrité de la tendance sous-jacente. Il écouta attentivement, son expression passant de la confusion à une compréhension naissante. « Oh, dit-il, une vague de soulagement déferlant sur son visage. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Merci, Chloé. Tu m'as sauvée. C'était une petite chose, un simple échange de 5 minutes, mais c'était une monnaie d'échange de respect que je ne pourrais jamais gagner à la maison. Plus tard dans l'après-midi, mon patron, M. Harrison, un homme vif et pragmatique d'une petite soixantaine d'années, s'arrêta à mon bureau. Il ne dit pas bonjour. Il se pencha simplement, ses yeux balayant le modèle complexe sur mon écran central. Il resta silencieux pendant 1 minute entière, et je ressentis la pression familière et agréable d'être scruté par quelqu'un dont l'opinion comptait. « C'est ça, la variable », dit-il finalement, sa voix un grondement sourd d'approbation alors qu'il pointait un groupe de pointes de données que j'avais isolées. Les retards de maintenance de la flotte dans le hub de Singapour, c'est la clé qui nous manquait. C'est ce qui créait le goulot d'étranglement. Fantôme. Bon travail, Vance. Il se redressa et s'éloigna sans un mot de plus. C'était toute la validation dont j'avais besoin. Un homme qui gérait un département de plusieurs millions de dollars pouvait voir ma valeur en un seul coup d'œil à un modèle de données complexe. Pourtant, mon propre père, qui prétendait m'aimer, ne pouvait pas l'avoir du tout. Ce soir-là, armé de la confiance tranquille que j'avais absorbée de ma journée de travail, je décidai de tenter une dernière résistance. Je trouvai mon père dans le salon, plongé dans la section des sports, la télévision murmurant en arrière-plan. Jessica n'était nulle part en vue, ce qui, je l'espérais, me donnerait une chance de mener une conversation rationnelle. Je m'assis sur le pouf en face de son fauteuil, mes mains fermement jointes sur mes genoux. « Papa, commençai-je, ma voix stable et calme. J'ai réfléchi à ça toute la journée, et je ne peux pas, en bonne conscience, dépenser 18 000 $ pour une fête. Il ne s'agit pas d'être jalouse et il ne s'agit pas de punir Jessica. Il s'agit de responsabilité financière de base. Je suis prête à contribuer à hauteur de 3 000 $. C'est une somme généreuse et importante pour un bal de promo. J'avais répété les mots, leur donnant un ton raisonnable et ferme, comme une proposition de projet au bureau. Pendant un instant, il me regarda par-dessus son journal, les yeux plissés.
Puis il plia lentement, délibérément, le journal et le posa sur la table d'appoint. Ce geste calme et méthodique semblait plus menaçant que des cris. Responsabilité? Dit-il, le mot dégoulinant de mépris. Tu veux me parler de responsabilité? Laisse-moi te parler de la responsabilité d'élever un enfant. As-tu la moindre idée de ce que j'ai sacrifié pour toi? Il se pencha en avant, sa voix baissant à un registre grave et intense qu'il réservait pour un impact émotionnel maximal. Qui penses-tu a payé pour l'appareil dentaire qui a redressé tes dents? Qui t'a conduite à chacune de tes compétitions de club de maths pour ringard pendant 5 ans, assis sur ces gradins inconfortables pendant des heures? Je travaillais 60 heures par semaine, Chloé. J'ai pris des doubles gardes à l'usine pour que tu aies un toit sur la tête et de la nourriture sur la table, pour que tu puisses aller dans cette université d'État que tu tenais tant à fréquenter. Chaque mot était un chantage affectif méticuleusement choisi, conçu pour me dépeindre comme une misérable ingrate. Ce n'étaient pas des souvenirs d'amour parental, c'étaient des dettes qu'il réclamait. Je suis reconnaissante pour tout ça, dis-je, ma voix commençant à vaciller malgré ma détermination. Mais c'était ton travail de parent. Ceci est différent. C'est une extravagance. Un sourire cruel effleura ses lèvres. Vraiment? Il me semble que tu as oublié dans quelle maison tu vis. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. Je savais ce qui allait arriver. Tu payes un loyer pour une chambre, Chloé, dit-il, les mots froids et durs comme des pierres. C'est un arrangement de locataire. Ça ne te donne pas le droit de manquer de respect à la façon dont je gère ma famille ou dont je choisis de soutenir le bonheur de ta sœur. Si tu ne comptes pas être un membre contributeur de cette famille, de la manière dont nous avons besoin que tu le sois, alors tu n'as pas à être un membre de ce foyer du tout. Il laissa la menace planer dans l'air, une guillotine suspendue au-dessus de ma tête. Le virement bancaire pour les 18 000 doit être effectué d'ici vendredi. S'il ne l'est pas, je m'attends à ce que tu aies fait tes valises et que tu sois parti d'ici la fin du week-end. C'est ton choix. Ce n'était pas une discussion. C'était un ultimatum. Mon rôle dans cette famille venait d'être explicitement défini. J'étais une source de financement et ma résidence était conditionnelle à ma conformité. Ces mots froids et calculés, que tu sois parti d'ici la fin du week-end, agirent comme une clé, déverrouillant un souvenir que j'avais depuis longtemps enfoui sous une épaisse couche de tissu cicatriciel. La scène se matérialisa dans mon esprit avec une clarté nauséabonde. C'était ma remise de diplôme universitaire, 4 ans plus tôt. Je me tenais sur la pelouse devant l'auditorium, l'air lourd et humide d'un après-midi de mai pesant sur moi. Je portais une toge noire et une coiffe qui ne cessait de glisser, et dans ma main, je serrais le dossier en cuir contenant mon diplôme, une licence en sciences statistiques obtenue avec la mention très bien et les félicitations du jury. J'étais la première personne de notre famille à obtenir un diplôme universitaire, un fait que j'avais naïvement cru être une source d'immense fierté pour eux. Je ressentis une vague d'accomplissement si pure qu'elle était presque flottante, le sentiment que j'avais enfin, irréfutablement, une valeur. Mes parents étaient là, et mon père avait son bras autour de mes épaules, un geste raide et peu naturel. Il commençait juste à parler de mon diplôme à un collègue qu'il avait croisé quand une voiture freina brusquement dans un parking voisin. Jessica, alors âgée de 17 ans, en sortit en trombe, son visage un désastre de mascara coulant et de larmes hystériques. Elle courut vers nous, non pas avec un bouquet de célébration, mais avec toute la force d'un drame adolescent de catégorie 5. « Il a rompu avec moi !» gémit-elle en s'effondrant dans l'autre bras de mon père. « Trevor a rompu avec moi, par texto !» Et c'est ainsi que tout le champ gravitationnel de notre famille bascula. L'attention de mon père passa de moi à elle avec un clic audible.
Son visage, quelques instants auparavant un masque de fierté publique modérée, se tordit en un masque de préoccupation profonde et sincère. Ma remise de diplôme, l'aboutissement de 4 ans de nuits blanches brutales, de preuves mathématiques complexes et du sacrifice de toute apparence de vie sociale disparut. Elle cessa tout simplement d'exister. Les 20 minutes que nous avions avant de nous rendre au restaurant pour mon dîner de célébration furent consumées par une enquête frénétique et chuchotée sur ce que Trevor avait fait, pourquoi il l'avait fait, et ce que Jessica allait poster sur les réseaux sociaux en représailles. Je restais là, tenant mon diplôme, un témoignage physique de la chose la plus difficile que j'ai jamais accomplie, pendant que mon père cajolait Jessica, lui promettant de l'emmener manger une glace, et que Trevor était un loser qui ne la méritait pas de toute façon. Quand j'essayais de ramener doucement la conversation en disant « Papa, on devrait probablement y aller si on veut arriver à l'heure pour notre réservation », il me regarda comme si j'étais une étrangère qui venait d'interrompre une affaire de famille privée. « Chloé, pour l'amour de Dieu, regarde ta sœur, avait-il lâché. Elle a le cœur brisé, on mangera plus tard. » Hey. Nous ne sommes jamais allés au restaurant. Nous avons pris des hamburgers à emporter et les avons mangés dans le salon pendant que Jessica faisait défiler l'Instagram de Trevor, fournissant un commentaire larmoyant en continu. Mon diplôme reposait sur la table basse, un sous-verre coûteux et ignoré. La menace d'expulsion n'était pas nouvelle. C'était juste le point final logique d'une vie entière à m'entendre dire que mes accomplissements concrets valaient moins que les sentiments passagers de ma sœur. Mon travail acharné était une ressource, son drame était une urgence. Et dans notre famille, l'urgence passait toujours en premier. La date butoir de vendredi planait sur moi comme un nuage noir, empoisonnant même le sanctuaire stérile et logique de mon bureau. La menace d'expulsion n'était plus une hypothèse, c'était un compte à rebours, et chaque heure qui passait la rendait plus réelle. Je me suis surprise à fixer un modèle prédictif complexe sur mon écran, les lignes élégantes de code que j'avais écrites se brouillant en un gribouillis incompréhensible. Mon esprit n'était pas sur les écarts types ou la normalisation des données. Il rejouait en boucle les mots froids et dédaigneux de mon père. Le léger bourdonnement des serveurs, habituellement un son réconfortant, ressemblait maintenant à une moquerie sourde du chaos qui faisait rage dans ma tête. J'étais si perdue dans la cacophonie de mes propres pensées que je sursautais lorsqu'un message instantané apparut sur mon écran. Il venait de M. Harrison. Mon bureau, maintenant. Il n'y avait ni préambule, ni s'il vous plaît. Mon estomac se noua. Il avait remarqué. Il avait vu ma distraction, mon manque de concentration, et maintenant, j'allais être réprimandée pour ça. La pensée de perdre la seule partie de ma vie où je me sentais compétente était presque plus que je ne pouvais supporter. Je parcourus la courte distance jusqu'à son bureau d'angle vitré sur des jambes qui semblaient remplies de sable. Il était debout, regardant par la grande fenêtre la ville en contrebas, mais il se tourna lorsque j'entrai. « Fermez la porte, Vance, » dit-il en désignant une chaise. Je m'assis, mes mains agrippant mes genoux pour les empêcher de trembler. Il s'assit en face de moi, se penchant en avant avec les coudes sur son bureau. « Vous avez l'air épuisé, » constata-t-il, sans méchanceté. « Le projet Northwind vous pèse? » Je réussis à hocher faiblement la tête, incapable de former des mots. « Bien, » dit-il, et l'inattendu du mot me prit au dépourvu. Il fit pivoter son moniteur vers moi. À l'écran se trouvait le résumé exécutif final que j'avais soumis la veille. Une série de graphiques et de projections montrant les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement que nous avions identifiée avec succès. Je viens de raccrocher un appel avec l'équipe de direction du client, poursuivit-il, sa voix basse et sérieuse. Ils qualifient votre modèle prédictif de révolutionnaire. Ils l'ont déjà utilisé pour dérouter une importante cargaison et éviter une grève portuaire en Asie qui leur aurait coûté 8 millions de dollars.
Il pointa un graphique spécifique, celui que j'avais passé 3 nuits blanches à perfectionner. Ceci, juste ici, la façon dont vous avez isolé la corrélation entre les modèles météorologiques et l'activité syndicale, ce n'est pas seulement de la bonne science des données, Vance, c'est perspicace. C'est presque de l'art. Il se pencha en arrière, ses yeux se fixant sur les miens. Je suis dans ce métier depuis 30 ans. Je reconnais le talent quand je le vois. Vous avez un niveau de dévouement et une compréhension intuitive des systèmes complexes qui sont exceptionnellement rares. Un travail comme celui-ci, ça change les choses, pour le client et pour nous. Il laissa les mots s'installer dans le bureau silencieux. À cet instant, la menace d'expulsion, l'injustice criante des 18 000 $, tout s'estompa en arrière-plan, remplacé par la lueur chaude et choquante d'une reconnaissance sincère. C'était un langage dont j'étais si affamée qu'il me semblait être une langue étrangère. Il ne louait pas une subordonnée, il reconnaissait une paire. Et dans ce bureau calme et ensoleillé, je sentis un morceau de ma propre estime de soi fracturée se remettre en place. La lueur des éloges de M. Harrison était un bouclier fragile, mais il se brisa au moment où je franchis la porte d'entrée de ma maison. L'air à l'intérieur était chargé d'un silence tendu et plein d'attente. Mon père était dans le salon, non pas en train de lire ou de regarder la télévision, juste assis dans son fauteuil, attendant. Il leva les yeux quand j'entrai, son visage un masque dur et indéchiffrable. L'horloge sur la cheminée semblait faire un tic-tac plus fort que d'habitude, chaque seconde un coup de marteau contre ma détermination. J'avais passé tout le trajet de retour à peser mes options, mais c'était un exercice inutile. Je n'avais pas d'autres options, pas encore. J'avais des économies, mais pas assez pour couvrir une caution, le premier et le dernier mois de loyer d'un nouvel appartement et le coût du déménagement, tout cela alors que mon prochain salaire était encore dans 2 semaines. La logistique était une prison. Mon père m'avait acculé, et il le savait. Le bref et brillant moment où je m'étais sentie valorisée et vue dans le bureau de mon patron n'était que ça, un moment. Il ne pouvait pas me donner un toit pour la nuit. J'entrai dans la pièce et me tins devant lui, me sentant moins comme une fille et plus comme une accusée attendant sa sentence. Le combat était terminé. Les arguments étaient en vain. Les appels émotionnels étaient inutiles. Il ne restait que la réalité froide et brutale du pouvoir qu'il détenait sur moi. « C'est bon », dis-je. Le mot sortit comme un croassement creux, dépourvu de toute émotion. « Tu as gagné. Je vais transférer l'argent. » L'expression de mon père ne s'adoucit pas de gratitude ou de soulagement. Au lieu de cela, une lueur de triomphe suffisant illumina ses yeux. Il avait gagné la guerre des volontés. « Je savais que tu reviendrais à la raison, » dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil, le vainqueur. « C'est la bonne chose à faire pour ta sœur, pour la famille. » Ça, c'est... Mais alors que je me retournais et m'éloignais de lui, montant les escaliers vers ma chambre, un calme étrange et profond s'installa en moi. Ce n'était pas le calme de la reddition. C'était le calme d'une décision prise. L'épuisement émotionnel qui m'avait accablé pendant des jours s'évapora, remplacé par une clarté glaçante et cristalline. Ils pensaient avoir gagné. Ils le pensaient tous les deux. Ils pensaient que ce n'était qu'une autre transaction dans une longue histoire de transactions. Ils avaient tort. Ce n'était pas un paiement pour une robe de bal ou un bus de fête. C'était une indemnité de départ. C'étaient les frais que je payais pour résilier mon contrat émotionnel avec cette famille. Les 18 000 $ étaient le prix de ma liberté. Dans ma tête, un interrupteur avait été actionné. Le but n'était plus de leur faire voir ma valeur. M. Harrison m'avait déjà montré que ma valeur était évidente pour quiconque avait des yeux pour voir. Le nouvel objectif était de m'échapper. Ce n'était pas une défaite,
C'était le dernier et plus douloureux investissement que je ferais jamais en eux, et le premier et plus crucial investissement que je ferais jamais en moi-même. Alors que je fermais la porte de ma chambre, le clic silencieux du loquet ressembla au verrouillage d'un coffre-fort. À l'intérieur, un plan commençait à se former, froid et précis comme les lignes de code que j'écrivais chaque jour. C'était la dernière fois. C'était un vœu silencieux et indestructible, fait non pas avec colère, mais avec la certitude absolue d'un avenir dont il ne ferait pas partie. J'étais assise sur le bord de mon lit, mon ordinateur portable chaud sur mes genoux, l'écran brillant du bleu et blanc stérile de mon portail bancaire en ligne. Le curseur clignotait de manière rythmée sur le bouton « Confirmer le virement », un minuscule battement de cœur pulsant qui décomptait la fin d'un rêve. Il y avait 2 chiffres à l'écran qui comptaient. L'un était le solde de mon compte d'épargne à haut rendement, 21 347 et 58 cents. L'autre était le montant dans le champ du virement, 18 000 dollars. Pendant 3 ans, j'avais versé chaque dollar disponible sur ce compte. Chaque heure supplémentaire, chaque projet de nettoyage de données en freelance que je prenais à côté, chaque fois que je préparais un déjeuner au lieu d'en acheter un, tout y allait. Je lui avais donné un nom dans mon tableur de budget personnel. Le fonds d'évasion. C'était la mise de fonds pour un acompte sur un petit T2 de l'autre côté de la ville, un endroit avec une porte que je pourrais verrouiller, où ma valeur ne dépendrait pas de mon utilité. J'avais une application immobilière sur mon téléphone et une recherche sauvegardée pour des biens de moins de 200 000. C'était mon espoir secret et tangible d'une vie qui serait vraiment la mienne. Je pris une profonde inspiration et cliquai sur le bouton. L'écran se rafraîchit, une petite coche verte apparaissant avec les mots « Virement réussi ». Et c'est ainsi que 3 ans de discipline et de sacrifice disparurent dans une seule transaction numérique, silencieuse. Le solde de mon compte d'épargne affichait maintenant 3 347 et 58 cents. Je ressentis une vague de nausée physique, une sensation de creux et de grattage au fond de mon estomac. En bas, j'entendis un cri de joie pure et sans mélange de la part de Jessica. Je fermai mon ordinateur portable et sortis de ma chambre d'un pas mécanique. Elle était dans le salon, le téléphone collé à l'oreille, sautillant presque sur place. « C'est parti !» cria-t-elle dans le téléphone. « L'acompte pour la maison de Malibu vient d'être versé. Oui, celle avec la piscine à débordement. » Mon père se tenait près de la cheminée, un large sourire satisfait sur le visage. Il croisa mon regard et me fit un bref signe de tête, un geste que l'on pourrait adresser à un employé de service qui a accompli sa tâche efficacement. Il n'y eut aucun « merci ». Il n'y eut aucune reconnaissance du sacrifice monumental que je venais de faire. Mon chagrin, mon sentiment de perte, leur était complètement invisible. Ils n'existaient pas dans leur monde. Tout ce qui existait, c'était la réalité étourdissante et triomphante du week-end de bal parfait de Jessica. « Chloé, tu te rends compte ?» dit Jessica, me remarquant enfin. Elle baissa son téléphone une seconde, ses yeux brillants d'une excitation frénétique. « Julien, le photographe, vient de confirmer qu'il peut apporter un drone pour des prises de vue aériennes à la maison de la plage. C'est pas génial, ça? » Je la fixais, mon visage un masque vide. Je ne trouvais pas un seul mot à dire. Le coût de ces prises de vue par drone était la caution de mon avenir. Le prix de sa piscine à débordement était les murs de ma propre maison. Il ne dépensait pas seulement mon argent. Il dépensait ma vie, et il célébrait en le faisant. Dans la semaine précédant le bal, notre maison se transforma en un centre de commandement pour l'opération Nuit parfaite de Jessica, et mon rôle fut officiellement rétrogradé de financier réticent à machiniste silencieuse et invisible. Les livraisons étaient un assaut constant et quotidien. Un service de messagerie livra une énorme housse à vêtements de la boutique de couture, et Jessica insista pour me dévoiler la robe.
Elle ouvrit la fermeture éclair de la housse avec la révérence d'un prêtre dévoilant une sainte relique. C'était une explosion de tulle et de sequins cousus main, indéniablement belle et astronomiquement chère. Elle la tint contre elle, se pavanant devant le miroir du couloir. Tu te rends compte? Souffla-t-elle, les yeux écarquillés d'admiration pour elle-même. C'est comme si elle avait été littéralement faite pour moi. Elle ne m'a pas demandé si je l'aimais. Elle n'a pas reconnu que mon rêve d'une maison était suspendu à ce cintre en velours. Elle attendait simplement que je sois un miroir, lui renvoyant sa propre adoration. Chaque conversation était un monologue de ses projets, un torrent de détails triviaux qui étaient, dans son monde, des questions de la plus haute importance. J'essayais de manger mon toast le matin, et elle s'asseyait en face de moi, faisant défiler son téléphone, fournissant un commentaire en continu. Bon, alors le traiteur pour le brunch dit qu'on peut faire soit un bar à Mimosas, soit un bar à Bellinis. Lequel trouves-tu le plus chic? Je penche pour le Bellini. Ah, ça, d'essaye. Elle me regardait, mais la question était rhétorique. Elle ne cherchait pas mon avis. Elle pensait à voix haute, m'utilisant comme une caisse de résonance, un carnet de notes humain. Et la mère d'Ashley essaie de dire que le bus de fête de sa fille a un meilleur système de son. Mais je sais de source sûre que le nôtre a des subwoofers. Je leur ai fait m'envoyer les spécifications. La cruauté ne résidait pas dans une seule action manifeste. Elle résidait dans l'inconscience implacable et écrasante de tout cela. C'était dans la façon dont elle parlait de dépenser des milliers de dollars en arrangements floraux pendant que je calculais mentalement si mon compte en banque épuisé pouvait survivre à une vidange d'huile nécessaire pour ma voiture. Elle me traitait non pas avec méchanceté, mais avec une indifférence si profonde qu'elle était sans doute pire. J'étais une ressource qui avait été exploitée avec succès, un problème qui avait été résolu. Maintenant que ma fonction avait été remplie, je faisais simplement partie des meubles, un témoin silencieux du grand spectacle que j'avais été forcée de financer. Le pire, ce fut quand elle essaya les bijoux faits sur mesure, un délicat collier en diamant et des boucles d'oreilles assorties qui avaient coûté 2000 dollars. C'est si classique, non? Dit-elle, tournant la tête de côté et d'autre, faisant scintiller les diamants à la lumière. Ça ira si bien avec mon chignon. Elle fit une pause, croisant mon regard dans le miroir. Pendant une fraction de seconde, je pensais qu'elle pourrait me dire merci. Au lieu de cela, elle dit « Tu devrais vraiment faire quelque chose avec tes cheveux. Tu les portes toujours en chignon. Ça fait si sévère. » Et puis elle se retourna vers son propre reflet scintillant, me laissant dans son sillage, me sentant non seulement pauvre, mais aussi banale et désespérément invisible. Cette nuit-là, bien après que les arias de la planification de Jessica eurent cessé et que la maison fut enfin tombée dans le silence, je me suis retirée dans le sanctuaire de ma chambre. La porte se referma derrière moi, un son doux et définitif qui séparait mon monde du leur. Je n'ai pas allumé la lumière principale, préférant la lueur concentrée de ma lampe de bureau qui projetait un petit cercle intime d'illumination dans l'obscurité. J'ai de nouveau ouvert mon ordinateur portable, le bleu et le blanc familier du portail bancaire remplissant l'écran. J'ai fixé le chiffre, 3 347,58 $. Ce n'était plus une source de douleur cuisante ou de nausée. La tempête émotionnelle était passée, et dans son sillage se trouvait un calme profond et troublant. Le chiffre n'était plus que des données maintenant, une variable unique et critique dans une nouvelle équation que je construisais. C'était le point de départ. Mon rêve d'un appartement dans cette ville était mort, un dommage collatéral dans une guerre que j'étais destinée à perdre depuis le début. Mais en regardant ce solde épuisé, j'ai réalisé que le rêve lui-même n'était pas l'important. L'emplacement était accessoire. Le vrai rêve était l'évasion, l'indépendance. Et cela était toujours possible.
J'ai minimisé l'onglet de la banque et en ai ouvert un nouveau. Dans la barre de recherche, mes doigts se sont déplacés avec une précision froide et détachée, tapant le nom d'une ville à laquelle je n'avais jamais pensé qu'en termes abstraits, Seattle. C'est là que Sterling Analytics avait son siège social. C'était un endroit avec lequel je n'avais aucune histoire, un endroit où personne ne me connaissait comme le distributeur de billets familial. C'était une page blanche. J'ai commencé mes recherches non pas avec colère ou un sentiment de désespoir frénétique, mais avec la même concentration méthodique que j'apportais au projet Northwind. J'ai créé un nouveau tableur, ma zone de confort, et l'ai nommé Opération déménagement. J'ai créé des colonnes pour le coût de la vie, le loyer moyen d'un T2, les options de transport en commun et les notes de sécurité des quartiers. J'ai systématiquement parcouru les sites de location d'appartements, créant une liste de quartiers potentiels: Capitol Hill, Ballard, Fremont. Je ne fantasmais pas seulement. Je collectais des données, je construisais un modèle pour une nouvelle vie. J'ai consulté le portail d'offres d'emploi interne de mon entreprise à la recherche de postes potentiels au siège de Seattle. J'ai analysé les compétences requises, les ai comparées à mon propre CV, identifiant des transferts latéraux potentiels ou même des promotions juniors qui me donneraient une raison légitime de demander une mutation. Il n'y avait pas de larmes, il n'y avait pas de rage. Se déchaîner semblait être un gaspillage d'énergie, une performance pour un public qui ne comprendrait pas ou ne s'en soucierait pas. Chaque frappe au clavier était un acte de rébellion silencieux. Chaque ligne ajoutée à mon tableur était une brique dans la fondation de ma nouvelle vie. Ils pensaient de m'avoir tout pris, mais ils n'avaient pris que de l'argent. Dans la solitude silencieuse de ma chambre, entourée par la lueur de mon moniteur, j'ai réalisé qu'ils m'avaient involontairement donné quelque chose de bien plus précieux en retour, la certitude absolue et inébranlable que mon avenir ne les incluait pas. Le jour du bal de promo arriva non pas avec un sentiment d'effroi, mais avec un étrange détachement clinique. Je me sentais comme une anthropologue observant les rituels élaborés et insensés d'une tribu étrangère. La maison, habituellement calme un samedi matin, bourdonnait d'une énergie à haute fréquence qui irradiait de la chambre de Jessica. Un coiffeur et une maquilleuse avaient installé un poste d'aspect professionnel dans sa chambre, leurs divers outils et palettes couvrant chaque surface disponible. L'air était épais de l'odeur chimique de la laque et de l'odeur douce et écœurante de parfums chers. Mon père, agissant comme un organisateur d'événements agité mais fier, aboyait des ordres et s'agitait pour des futilités. « Chloé, les traiteurs sont là pour le brunch. Montre-leur où installer les plates de service, » cria-t-il, alors que j'essayais de me faire mon propre café. « Chloé, Jessica a besoin de ses boucles d'oreilles en perles du coffre. La clé est dans mon bureau. » Je me déplaçais dans le chaos avec un calme placide, presque troublant. Je faisais ce qu'on me demandait, mes mouvements efficaces et robotiques. Je n'étais plus une participante au drame familial. J'étais un fantôme dans la machine, un rouage silencieux et fonctionnel dans la grande production du bonheur de Jessica. Je regardais ses amis arriver, une volée d'oiseaux aux couleurs vives et bavards, leur rire résonnant dans la maison. Elles s'extasièrent devant le brunch traiteur, le bar à mimosas et le spectacle pur et simple de tout cela. Je restais dans un coin de la cuisine, sirotant mon café, bienfaitrice invisible. Plusieurs des amis de Jessica, des filles que je connaissais depuis leur enfance, regardèrent à travers moi comme si j'étais un meuble. Pour elles, j'étais juste la sœur aînée, discrète de Jessica, un personnage secondaire de l'événement principal. Le photographe, Julian, arriva avec un assistant et une quantité intimidante de matériel photographique. Il était exactement comme Jessica l'avait décrit, jeune, habillé tout en noir et dégageant un air d'importance artistique. Il commença immédiatement à diriger tout le monde, arrangeant Jessica et ses amis dans des poses soigneusement choisies dans le jardin,
transformant notre banale pelouse de banlieue en un décor de haute couture. Mon père planait derrière lui, rayonnant d'une fierté par procuration, son téléphone levé pour capturer ses propres images floues et inférieures du moment. On m'a demandé de défroisser un pli microscopique de la robe de Jessica, de lui chercher un verre d'eau avec un type de paille spécifique pour ne pas tacher son rouge à lèvres, de trouver le rouleau anti-peluche. Chaque demande était faite sans un « s'il te plaît », chaque tâche accomplie reçue sans un « merci ». J'étais le personnel, les traiteurs, la maquilleuse, le photographe. J'étais l'une d'entre eux, l'aide engagée. Et d'une manière étrange, c'était libérateur. Leur mépris désinvolte pour ma personne solidifia ma résolution. Ils ne se contentaient pas de m'ignorer. Ils étaient fondamentalement incapables de me voir. En regardant Jessica, une princesse scintillante et pailletée au centre de son univers, je ne ressentis rien. Pas de jalousie, pas de colère, pas même un sentiment persistant de perte. Tout ce que je sentais, c'était le bourdonnement calme et régulier du compte à rebours dans mon esprit, égrenant les dernières heures de ma servitude. Le grand final de la séance photo d'avant-balle se déroulait dans le salon, que Julian, le photographe, avait réquisitionné comme son studio personnel. Jessica était le soleil autour duquel tous les autres corps dans la pièce gravitaient. Elle se tenait près de la grande baie vitrée, ses 19 amis disposés autour d'elle dans un tableau méticuleusement conçu de glamour juvénile. L'air était une soupe épaisse de bruit. Le cliquetis rapide et percussif de l'appareil photo professionnel de Julien, le flash quasi constant d'une douzaine d'iPhones tenus par les autres parents qui étaient arrivés, et une rivière aiguë et effervescente de bavardage. Oui, Jessica, le menton un peu baissé. Magnifique, ordonnait Julian, tournant autour de son sujet. D'accord, les filles. Un grand rire amusant et spontané. Maintenant. Mon père était au premier rang des paparazzis parentaux, le visage rouge d'une fierté si intense qu'elle ressemblait à une condition médicale. Il fournissait un commentaire en direct à la mère d'une des amies de Jessica. « C'est ma fille, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. Elle est née pour ce genre de choses. Une star. Je me tenais près de l'arche menant à la salle à manger, mon rôle dans la scène étant accompli, n'étant plus qu'un élément de décor gênant. J'observais tout cela à travers un étrange filtre invisible, regardant la performance d'une vie dont je ne faisais plus partie. Et puis, traversant la symphonie chaotique de clics et de rires, un son perça l'air. C'était aigu, numérique et impitoyablement professionnel. La sonnerie marimba par défaut de mon téléphone. Le son était si étranger dans le contexte de l'atmosphère légère et festive qu'il agit comme un interrupteur d'arrêt. Le bavardage cessa instantanément. Julien baissa son appareil photo, le front plissé d'agacement. Toutes les têtes dans la pièce, une mer de cheveux surcoiffés et d'yeux fascinés, pivotèrent dans ma direction. Le regard collectif me sembla un poids physique, me clouant sur place. Le projecteur avait basculé de Jessica, la star, à moi, la saboteuse. « Chloé, pour l'amour de Dieu !» siffla mon père, sa voix un coup de fouet furieux qui cingla la pièce silencieuse. La fierté sur son visage s'était transformée en une rage pure et sans mélange. « Tu es sérieuse, là? Éteins cette chose. Tu gâches la photo? » Sa réprimande publique était conçue pour une humiliation maximale, un message clair pour tous les témoins présents. Elle n'a pas d'importance. Ces perturbations sont une honte. Sentant la brûlure de 20 paires d'yeux sur moi, je sortis lentement le téléphone de ma poche. Mes mains étaient étonnamment stables. La honte qu'il s'attendait à ce que je ressente n'était tout simplement pas là. Alors que je déplaçais mon pouce pour couper l'appel, mes yeux enregistrèrent le nom qui brillait sur l'écran. C'étaient deux mots qui semblaient appartenir à un univers différent, un univers de logique, de compétence et de respect. L'identifiant de l'appelant affichait « Monsieur Harrison ».
Ignorant le sifflement furieux de mon père, je fis glisser mon doigt pour répondre et portai le téléphone à mon oreille. C'était un simple acte de défi, mais j'avais l'impression de dégoupiller une grenade. Chut, ne dis pas un mot, j'écoutais simplement, mon propre calme contrastant vivement avec la rage apoplectique qui émanait de mon père. Dans le silence tendu et étouffant du salon, la voix de M. Harrison jaillit de l'écouteur du téléphone, un baryton puissant si plein d'énergie et d'excitation qu'il était clairement audible pour quiconque se trouvait dans un rayon de 3 mètres. « Vance! Dieu merci, vous avez décroché! » beugla-t-il, laissant de côté toute politesse professionnelle. « Je sais que c'est samedi, je suis désolé, mais ça ne pouvait pas attendre lundi. Je sors tout juste d'une téléconférence d'urgence avec tout le conseil d'administration de Northwind. » Un murmure nerveux ondula parmi les parents assemblés. Mon père fit un demi-pas en avant, son visage un masque orageux de confusion et de colère. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Pourquoi cet appel était plus important que la séance photo de sa fille? « Ils ne sont pas seulement contents, Chloé, ils sont stupéfaits, » continua M. Harrison, sa voix crépitant d'une énergie que je ne lui avais jamais entendue auparavant. « Votre modèle prédictif, celui que vous avez construit, il le qualifie de « atout stratégique qui change la donne ». Il s'avère qu'ils l'ont utilisé à nouveau hier, sur une intuition, pour analyser un potentiel goulot d'étranglement douanier à Rotterdam. Votre modèle a signalé une probabilité de 92% d'un retard de 3 jours. Ils ont dérouté toute leur flotte européenne sur la base de vos données. Le retard s'est produit ce matin, comme vous l'aviez prédit. Tous leurs concurrents sont maintenant bloqués dans ce port. Oui, Sam? Je pouvais sentir l'atmosphère dans la pièce changer. L'agacement était remplacé par un respect naissant et réticent de la part des spectateurs. Ils entendaient des mots comme flotte européenne et atout stratégique. Ce n'était pas un appel concernant un rapport en retard. Jessica, toujours figée dans sa pose près de la fenêtre, n'était plus le centre de l'attention. Tous les yeux étaient sur moi. Il prévoit, la voix de M. Harrison gronda, atteignant un crescendo, que votre travail leur fera économiser plus de 100 millions de dollars la première année seulement. 100 millions. Le chiffre tomba dans la pièce comme un objet physique, un météore qui vaporisa tout le reste. Les 18 000 dollars qui avaient été la source de tant de douleurs et de conflits semblaient soudainement ridiculement, pathétiquement petits. « Et à cause de ça, » rugit mon patron, « ils viennent de signer. Pas une prolongation, Vance. Un partenariat exclusif de 5 ans, de plusieurs millions de dollars. Nous créons une toute nouvelle division chez Sterling Analytics dédiée à la logistique prédictive, et tout sera construit sur la base du travail que vous avez fait. » La mâchoire de mon père s'était décrochée. Son visage, autrefois rouge de rage, avait pâli pour prendre une teinte maladive et grisâtre. Il me fixait, mais pour la première fois, il ne voyait pas sa fille désobéissante et ingrate. Il voyait une étrangère, une femme qui commandait des conséquences de plusieurs millions de dollars, et la reconnaissance dans ses yeux était mêlée à l'horreur indubitable et déchirante d'un homme qui vient de réaliser qu'il a fait une erreur de calcul catastrophique. Le silence dans la pièce s'étira, fin, cassant, et ne fut rempli que par le son de la voix de M. Harrison, une force de la nature qui remodelait activement mon monde entier. « Alors, voici l'offre, Vance, » poursuivit-il, son ton passant de la célébration aux affaires, mais toujours assez fort pour que tout le monde entende. « Nous ne publions pas ce poste. Il est à vous. Nous voulons que vous soyez la directrice de la nouvelle division d'analyse prédictive. Ce n'est pas une promotion, c'est une création. Vous constituerez votre propre équipe à partir de 0. » Le soupir collectif des parents fut audible. Le titre lui-même, directrice, était une bombe. Il atterrit avec une force de concussion, et je pus sentir l'onde de choc se propager à travers l'audience. Évidemment,
Ce poste est basé ici, au siège social à Seattle, dit-il, et je ressentis une secousse, un sentiment vertigineux d'alignement cosmique. Mon tableur secret, mon plan silencieux, m'était soudainement offert sur un plateau d'argent. Nous savons que c'est un grand déménagement, donc l'offre comprend une prime de relocalisation complète et exhaustive. Déménageurs, logistique, tout est pris en charge. Nous vous fournirons également un logement de fonction pour les 3 premiers mois pour vous donner le temps de trouver un logement permanent. Puis, il porta le coup de grâce final et dévastateur. Le salaire de départ est de 220 000 plus une prime à la signature de 25 000 pour vous aider avec les dépenses immédiates. Le chiffre flotta dans l'air, une somme d'une magnitude si impossible qu'elle semblait courber la réalité de la pièce autour d'elle. 220 000 plus de 4 fois ce que mon père gagnait au sommet de sa carrière. Ma propre main tenant le téléphone était parfaitement stable. Je regardais le tableau figé devant moi. Monsieur Harrison, dis-je, ma voix claire et égale, imprégnée d'un calme professionnel que je ne me connaissais pas. C'est une offre extraordinaire. Je vous remercie de m'avoir appelé directement. Pouvez-vous m'envoyer les détails formels par email? La dynamique du pouvoir dans la pièce ne fit pas que basculer. Elle subit une inversion tectonique. Mon père n'était plus le patriarche, le propriétaire, l'homme en charge. Il était une statue de cendre, son visage un collage horrifiant de choc, de regrets et de la réalisation naissante et écrasante de sa propre erreur de jugement catastrophique. Il avait menacé d'expulser une femme qui pouvait maintenant probablement acheter la maison entière en espèces. Il avait extorqué 18 000 $, une somme que je savais maintenant être inférieure à ma prime à la signature, à son plus grand atout financier, et ce faisant, s'était assuré de ne jamais en voir un centime de plus. Jessica était encore plus pathétique. La lumière s'était éteinte dans ses yeux, sa robe parfaite, sa coiffure parfaite, sa journée parfaite. Tout cela avait été rendu insignifiant, une note de bas de page enfantine et ridiculement chère dans l'histoire de mon succès qui changeait ma vie. Ses amis, la volée d'acolytes adorateurs, ne la regardaient plus. Elles me fixaient, leurs expressions un mélange d'admiration, d'envie et de respect naissant. En l'espace d'un appel téléphonique de 90 secondes, j'étais passée de la sœur aînée bizarre, invisible et perdante à la personne la plus puissante et intéressante de la pièce. Je le ferai, Vance. Félicitations. Vous l'avez bien mérité, dit M. Harrison, et avec un dernier, nous vous recontacterons. La ligne se coupa. Je baissai le téléphone, le silence qu'il laissa derrière lui, un vide profond et vibrant. Je ne me suis pas précipitée pour le combler. Je l'ai laissé planer là, laissant tout le poids de ce qui venait de se passer s'installer sur la pièce, laissant mon père et ma sœur suffoquer dedans. Tous les yeux étaient encore fixés sur moi, attendant. Ils attendaient une réaction, que je jubile, pleure ou crie. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai simplement glissé le téléphone dans ma poche, mes mouvements délibérés et sereins. J'ai laissé mon regard balayer la pièce, sur les visages stupéfaits des amis de Jessica et de leurs parents, sur Jessica elle-même, qui ressemblait à une belle poupée fragile, qui venait de tomber sur un sol en marbre. Finalement, j'ai regardé mon père. J'ai rencontré directement ses yeux larges et paniqués. Pour la première fois de ma vie, je ne le regardais pas depuis une position de supplication ou de peur. Je le regardais depuis une position de force inattaquable, et la vue était à couper le souffle. J'accepte l'offre, annonçai-je, ma voix pas forte, mais portant jusqu'à chaque coin de la pièce silencieuse avec une autorité absolue. Je déménagerai à Seattle. Mon nouveau poste commence dans 2 semaines, donc je serai partie de la maison d'ici vendredi. Chaque phrase était une coupure nette et précise, sectionnant les derniers fils de mon ancienne vie. Il n'y avait pas de place pour la négociation.
Je ne demandais pas la permission. J'énonçais un fait. La finalité de la chose était absolue. Mon père ouvrit la bouche, un son étranglé et gargouillant sortant de sa gorge. Il ressemblait à un homme qui venait de voir son billet de loterie gagnant s'envoler avec le vent. Chloé, attends, nous, nous devrions en parler, balbutia-t-il, sa voix faible et suppliante. C'était la voix d'un homme qui venait de perdre tout son pouvoir de négociation et le savait. Je fis un petit signe de tête, presque imperceptible. Il n'y a rien à discuter, dis-je, ma voix dénuée de méchanceté ou de colère. Elle était aussi calme et factuelle que si je rendais compte des bénéfices du dernier trimestre. Je maintins son regard, et pour le coup de grâce finale, je lui offris une seule et dévastatrice parcelle de grâce. Considérez les 18 000 $ comme un cadeau d'adieu, dis-je, les mots tombant comme des pierres dans le silence de mort. Une dernière contribution à la famille. Mais je veux être très claire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu plus tard. Je fis une pause, laissant le poids de mes prochains mots prendre de la force. Ne me demandez plus jamais rien. Et sur ce, je lui tournai le dos, à eux tous, et sortis de la pièce, laissant derrière moi les décombres d'un monde que je venais de détruire à moi seule, et un avenir que j'étais sur le point de construire à partir de zéro. Le bus de fête de luxe, un mastodonte noir et brillant qui avait coûté 4 000 $ pour la nuit, finit par s'éloigner du trottoir. Je le regardais depuis la fenêtre de ma chambre disparaître au bout de la rue, ses lumières intérieures criardes clignotant en rose et bleu. De l'extérieur, la scène semblait probablement se dérouler exactement comme prévu. Un groupe d'adolescents magnifiquement habillés se rendant à la plus grande soirée de leur jeune vie. Mais je savais que l'atmosphère à l'intérieur de ce bus et dans la maison laissée derrière était irrémédiablement empoisonnée. Les fondations du triomphe de Jessica, construites sur le sable mouvant de sa suprématie perçue, avaient été liquéfiées. Sa nuit parfaite n'était plus qu'une obligation contractuelle qu'elle devait mener à terme, une mascarade creuse et coûteuse. Sa monnaie d'échange, l'adoration inconditionnelle de sa famille et l'envie de ses pairs venaient d'être déclarées sans valeur sur le marché libre. Les amies qui l'entouraient ne se contentaient plus de la célébrer. Elles étaient maintenant en train de digérer le fait que la fille discrète, qu'elles avaient ignorée pendant des années, était sur le point de devenir une cadre puissante et riche dans une grande ville. Les chuchotements dans ce bus ne porteraient pas sur la robe de Jessica. Ils porteraient sur mon salaire. Je n'avais pas besoin d'être là pour le savoir. Je pouvais sentir les répercussions du changement de pouvoir même depuis ma chambre, où je pliais méthodiquement des pulls et les plaçais dans une boîte en carton. En bas, la fête était finie. Les parents restants offrirent à mon père des condoléances maladroites et pleines de pitié, comme s'il y avait eu un décès dans la famille, et d'une certaine manière, c'était le cas. Ils partirent rapidement, désireux d'échapper à l'atmosphère épaisse et étouffante de l'échec. J'entendis la porte d'entrée se fermer pour la dernière fois, puis un silence s'installa, plus lourd et plus profond que tout ce que j'avais jamais connu dans cette maison. Pendant les heures qui suivirent, le seul bruit fut le bruissement de mes propres emballages. J'imaginais mon père assis dans son fauteuil dans le salon, la télévision éteinte, la section des sports non lus. Il fixerait le vide, les chiffres de l'appel de M. Harrison résonnant dans sa tête. Directrice, Seattle, 220 000 $. C'était un homme qui comprenait l'argent, qui l'utilisait comme un outil de contrôle et une mesure de la valeur. Il serait en train de faire le calcul brutal, évaluant l'ampleur de sa bévue. Il n'avait pas seulement perdu une fille, il avait laissé filer un billet de loterie gagnant. Il avait investi tout son portefeuille émotionnel et financier dans le mauvais actif, et le marché venait de procéder à une correction dévastatrice. Jessica rentra peu après minuit.
Il n'y eut pas d'entrée étourdie et triomphante. J'entendis sa clé dans la serrure, le léger clic de la porte, puis des pas silencieux et défaits dans les escaliers. Elle n'entra pas en trombe dans sa chambre avec des histoires et des rires. Elle se déplaçait comme un fantôme. Son triomphe avait été une humiliation publique. Chaque compliment sur sa robe, chaque danse, chaque moment aurait été entaché par la révélation spectaculaire et publique de sa propre insignifiance cosmique face à mon succès. Les 18 000 $, autrefois symbole de sa valeur infinie, étaient maintenant un monument à l'erreur de jugement spectaculaire de sa famille. Mon départ ne fut pas un événement émotionnel, ce fut une opération logistique. Pendant les 5 jours suivants, je me suis déplacée avec la détermination calme et méthodique d'un soldat démontant un camp. Il n'y eut aucune confrontation dramatique, aucun adieu larmoyant. Mon père et Jessica me traitaient avec une distance large et craintive, se déplaçant autour de moi comme si j'étais un engin non explosé. Ils ne me parlaient que lorsque c'était nécessaire, d'un ton bas et timide, et je répondais avec une politesse calme et professionnelle qui était plus dévastatrice que n'importe quelle rage aurait pu l'être. Chaque objet que j'emballais était un acte de curation, une décision sur la partie de mon passé, le cas échéant, qui méritait d'être emportée dans mon avenir. Mes manuels sur les statistiques avancées et la modélisation de données furent les premiers à entrer, la base solide et lourde de ma nouvelle vie. Mais quelques biens précieux, une petite collection de cartes anciennes, une photo encadrée de ma grand-mère décédée qui avait toujours encouragé mon amour des chiffres, l'exemplaire usé d'un roman préféré, furent soigneusement emballés et placés dans une boîte étiquetée Essentiels. Tout le reste fut soumis à un triage impitoyable. Les vêtements qui me rappelaient une vie passée à me faire plus petite, les bibelots et les cadeaux offerts par obligation plutôt que par amour, les livres que je ne lirai plus jamais, tout alla dans de grands sacs poubelles noirs. L'acte n'était pas sentimental, il était purificateur. Chaque sac que je portais jusqu'au trottoir me donnait l'impression de me débarrasser d'une couche de peau morte, de m'alléger pour le voyage à venir. Les déménageurs professionnels, organisés et payés par Sterling Analytics, arrivèrent le vendredi matin. C'étaient 2 hommes forts et efficaces qui m'appelaient Madame et travaillaient avec une grâce rapide et impersonnelle. Ils enveloppèrent mes meubles dans des couvertures et vidèrent systématiquement ma chambre en moins d'1 heure. Mon père se tenait à l'entrée du salon, les regardant, son visage un masque gris et affaissé d'impuissance. Il était un roi regardant son seul et plus précieux territoire être pacifiquement et légalement annexé par une puissance étrangère. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose, de protester, mais il n'avait aucune base. Ce n'était plus son domaine. Quand le camion fut chargé, je fis un dernier tour de ma chambre vide. Les murs nus, les légères empreintes dans la moquette, là où se trouvaient mon lit et mon bureau, les fenêtres nues. Cela ne semblait pas triste. Cela semblait propre. C'était une page blanche. Je descendis les escaliers, mes clés de voiture à la main, mon sac à main sur l'épaule. C'était le seul bagage qu'il me restait. Mon père et Jessica se tenaient dans l'entrée, une petite et pathétique aide d'honneur pour marquer ma sortie officielle. « Chloé, » commença mon père, sa voix un râle sec. « Ta mère aurait été… » Il ne put finir la phrase. C'était une dernière tentative désespérée de chantage affectif, et elle glissa sur moi sans laisser de marque. « Au revoir, » dis-je, le mot clair et final. Je n'ai pas dit que j'appellerais. Je n'ai pas dit que je rendrais visite. Je n'ai pas dit qu'il me manquerait. J'ouvris la porte d'entrée, sortis sous le soleil éclatant du matin et la refermai doucement derrière moi, non pas en la claquant, mais avec le clic silencieux et satisfaisant d'une serrure se mettant en place. En m'éloignant en voiture, je n'ai pas regardé une seule fois dans le rétroviseur. 3 mois plus tard,
Je me tenais dans le salon de mon nouvel appartement dans le quartier de Capitol Hill à Seattle, regardant les lumières de la ville scintiller à la vie alors que le crépuscule s'installait sur le Puget Sound. L'appartement était magnifique, avec des fenêtres allant du sol au plafond, des sols en béton poli et une cuisine élégante et moderne. C'était un espace que j'avais choisi, meublé et payé moi-même. Chaque meuble, du confortable canapé en velours à la solide table à manger en chêne, témoignait de ma nouvelle réalité. Ma vie avait été entièrement reconstruite à partir de zéro, selon mes propres termes. Mon nouveau rôle de directrice était stimulant et exaltant. Je passais mes journées dans un état d'engagement profond et concentré, à construire mon équipe, à concevoir de nouveaux cadres analytiques et à gagner le respect de mes collègues, non pas par obligation, mais par pure compétence. Je m'épanouissais. J'avais trouvé un studio de yoga que j'aimais, découvert un café préféré, et je construisais lentement un réseau d'amis basé sur des intérêts communs et un respect mutuel, et non sur des liens de sang et une histoire de transaction. J'étais en train de déballer une boîte de vaisselle neuve lorsque mon téléphone vibra sur le comptoir en granit. Je jetai un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, et une secousse de la vieille et familière appréhension me traversa. Un membre fantôme d'une vie que j'avais déjà amputée. C'était mon père. J'hésitai un instant, puis je pris une profonde inspiration et répondis, ma voix un allô, calme et régulier. La voix à l'autre bout du fil était presque méconnaissable. Le baryton puissant et autoritaire que j'avais connu toute ma vie avait disparu, remplacé par un ton faible et fluet, empreint d'une humilité désespérée et inhabituelle. Chloé, c'est papa. Il avait l'air d'un suppliant, d'un télévendeur qui sait qu'on va lui raccrocher au nez. Je suis désolée de te déranger. Je sais que tu es occupé. Je ne dis rien, laissant simplement le silence s'étirer, le forçant à en venir au fait. Les choses sont... Eh bien, les choses sont un peu justes ici, dit-il, sa voix se brisant légèrement. Le taux d'intérêt sur l'hypothèque a été ajusté, tu sais ce que c'est, et eh bien, avec juste mon revenu, nous prenons un peu de retard. Je me demandais juste si tu pouvais, tu sais, nous aider, juste pour quelques mois, juste le temps qu'on se remette sur pied. La demande était si audacieuse, si complètement insensible à la finalité de notre dernière conversation que j'ai failli rire. Il n'avait rien appris. Il me voyait toujours comme une ressource, une solution à ses problèmes financiers. La seule chose qui avait changé était sa méthode. Les menaces et le chantage affectif avaient disparu, remplacés par un plaidoyer pathétique et guigneur. C'était le dernier soupir d'un régime déchu, un mendiant secouant une tasse aux portes d'un palais qu'il avait autrefois possédé. Il testait la limite que j'avais tracée, espérant que 3 mois et 1500 kilomètres avaient adouci ma résolution. Il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. Je tenais le téléphone à mon oreille et écoutais, le dos droit, les yeux fixés sur la ligne d'horizon de Seattle qui s'assombrissait. Je le laissais parler sans interruption, lui accordant un niveau de patience et de courtoisie qu'il ne m'avait jamais accordé. J'écoutais toute l'histoire pathétique et décousue, la facture inattendue, le manque à gagner, la peur dans sa voix qui était, pour la première fois, entièrement authentique. Il ne jouait pas la comédie, il était désespéré. Il me parlait maintenant comme il aurait dû me parler alors, comme à quelqu'un dont il avait besoin d'aide, comme à quelqu'un qui avait du pouvoir. Quand il eut enfin terminé sa demande balbutiante, le silence qui suivit fut le mien. Ce n'était pas une hésitation, c'était un choix. Je laissais tout le poids de ses paroles atterrir et se dissiper, m'assurant que ma réponse n'était pas une réaction à sa panique, mais une déclaration de ma propre vérité inébranlable. « Je comprends que vous êtes dans une position difficile, » dis-je finalement, ma voix parfaitement égale, calme et dépourvue de toute émotion. «
C'était la voix que j'utilisais en réunion de direction pour livrer un point de données peu flatteur mais nécessaire. Cependant, la réponse est non. Le mot flotta dans l'air entre nous, un objet solide et immuable. Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil, puis une incrédulité balbutiante. Non? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, non? Chloé, c'est ta famille, c'est la maison où tu as grandi. Sa voix commençait à remonter vers son ancien registre d'autorité indignée, mais c'était un écho creux, un bluff sans carte pour le soutenir. Ma décision n'est pas négociable, déclarai-je, le coupant avant qu'il ne puisse prendre de l'élan. Notre dernière conversation a été très claire. Les 18 000 $ marquaient la fin de mes contributions financières. Je pensais ce que je disais. Je n'enverrai pas d'argent. Je pouvais entendre sa respiration étranglée et saccadée, le son d'un homme se noyant dans les conséquences de ses propres actions. Il n'y avait plus rien à dire, aucun argument qu'il puisse avancer qui ait une quelconque prise. La dynamique du pouvoir avait été inversée de manière permanente et irrévocable. Je ne ressentis aucun triomphe, aucune vague de satisfaction vengeresse. Je me sentais juste, calme. Je vous souhaite, à toi et à Jessica, le meilleur, dis-je, et la sincérité dans ma voix me surprit même moi. C'était la bienveillance détachée et impersonnelle que l'on ressent pour une ancienne connaissance. J'espère sincèrement que vous vous en sortirez. Avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse plaider, se déchaîner ou marchander, j'ajoutai un dernier et doux « Au revoir, papa ». Puis je mis fin à l'appel. Je reposai le téléphone sur le comptoir et regardai par la fenêtre. La ville était une tapisserie brillante de lumière contre l'indigo profond de la nuit. Un ferry, un minuscule joyau de lumière lui-même, glissait, silencieusement sur les eaux sombres du Sound. Le poids étouffant qui avait pesé sur ma poitrine toute ma vie avait disparu. Il n'avait pas été soulevé en un seul moment explosif, mais s'était évaporé lentement au cours des 3 derniers mois, avec chaque boîte que je déballais, chaque nouvelle rue que j'explorais, chaque projet que je menais avec succès au travail. L'appel de mon père n'était que la confirmation finale qu'il était parti pour de bon. Un profond sentiment de paix s'installa en moi, profond, calme et sûr. C'était une paix qui avait été gagnée, payée en totalité. Ma valeur n'était plus un sujet de débat, une marchandise à négocier ou une ressource à piller. C'était un fait, aussi solide et réel que le sol sous mes pieds et aussi brillant que les lumières de la ville qui s'étendaient devant moi. Et l'avenir, pour la première fois, était entièrement le mien.